l'exposé que je vais faire va essayer de montrer quelques aspects particuliers de la physique du toucher, qui est, comme on le voit sur l'image, le phénomène qui fait que nos doigts, en particulier, se changent de forme quand ils entrent en contact avec un objet. Donc ça, c'est la base de la mécanique du toucher, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le phénomène de déformation. Quand on a un corps mécanique, il a une certaine forme en général, si c'est un solide, et quand ce corps entre en contact avec un autre corps, il change de forme, pour la simple raison que les surfaces en contact ne peuvent pas s'interpénétrer. C'est la physique du contact qui montre ce phénomène. Et alors sur la diapo ici, on voit bien un doigt qui entre en contact avec une feuille de verre. En fait, c'est le scanner de mon bureau. Et on voit que le doigt, quand il touche une surface plane, forme une surface de contact qui est très régulière, très belle. Dans ce cas-là, ça forme un cercle. Et toutes les parties à l'intérieur de contact subissent des déformations à des échelles multiples qui, en fait, nous renseignent sur les propriétés de ce qu'on touche. Dans ce cas-là, une feuille de verre, ou ça peut être un autre objet absolument arbitraire. Et donc, intéressant de voir comment ce phénomène a lieu, et c'est celui qui nous donne, en fait, les sensations tactiles, comme les photons qui terminent sur la rétine nous donnent la vision, ou les ondes sonores sur la cochlée. Donc ça, c'est une représentation rapide de notre équipement qu'on a dans les doigts. J'en tirer l'occasion pour tirer l'attention qu'en fait, notre corps entier est sensible. Des pieds à la tête, de la bouche aux oreilles, et que la peau qui recouvre notre corps, c'est un lieu commun de dire que c'est l'organe le plus grand de notre corps, c'est 2 mètres carrés, je ne sais plus, 2 kilos de matière, et qui est en réalité formé de 3 grands organes. Le plus grand, c'est la peau, ce qu'on appelle la peau pileuse, qui recouvre l'essentiel de notre corps, et qui est sensible évidemment aux solutions mécaniques. Deuxième organe, c'est les muqueuses, comme celle qu'on a dans la bouche, qui est aussi incroyablement sensible aux sollicitations mécaniques, ce qui nous permet de détecter des objets tout petits, comme des arêtes de poisson ou des grains de sable, quand on mange. Les gencives aussi. Et le troisième, c'est la peau, comme on dit, glabre, hein, qui est à l'intérieur de nos mains ou sur la plante des pieds. Et c'est cette peau qui nous sert à interagir avec le monde extérieur pour nous déplacer, marcher ou manipuler. Donc il est permis de penser qu'en fait cette peau glabre qu'on a à l'intérieur des mains s'est développée pour le but essentiel de nous permettre de manipuler des objets. Donc c'est vraiment sans doute la raison pour laquelle cette peau a acquis des propriétés particulières. Et en particulier, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est très richement innervée, qu'il y a énormément de ce qu'on appelle de mécanorécepteurs ou de petits capteurs qui sont dans la peau. Pour vous donner une idée de la densité, on a juste sur le bout du doigt, qui est à peu près 1 centimètre carré, on a plus d'1 millier de petits capteurs qui vont s'intéresser à la manière dont la peau se déforme au moment où on entre en contact avec des objets. Et, je voudrais aussi vous attirer votre attention au bas de cette image. Il y a un organe qui est représenté ici, qui est en fait un corpuscule qui est réparti à l'intérieur du corps. On en a pas mal dans les mains, on est quelques centaines, et qui est très particulier, qui est très sensible aux vibrations. Donc essentiellement fonctionne comme un détecteur sismique. Donc chaque fois qu'on rentre en contact avec un objet, des ondes se propagent dans notre corps, très loin, et ces détecteurs essayent de les mesurer et d'envoyer au cerveau une information qui renseigne
sur les propriétés mécaniques de l'interaction, ce qui nous donne lieu à nos sensations tactiles. On pourra en mentionner quelques-unes, comme le fait que une fois qu'on a mis nos mains sur une surface, on est immédiatement conscient de sa nature matérielle. On peut dire si c'est un tissu ou du plastique ou du métal, etc. Donc les matériaux, c'est vraiment quelque chose que le toucher détecte d'une manière formidable, d'ailleurs bien plus efficacement que toute autre modalité sensorielle. Et autres propriétés comme la texture, ou la compliance, la manière dont les objets se déforment quand on les attrape, etc. etc. Donc le mystère, c'est comment le cerveau se débrouille pour transformer cette mécanique du contact en une sensation consciente d'un objet, d'une forme ou d'un poids, par exemple. Évidemment, tout ça ne se fait que grâce aux interactions mécaniques. Et donc, la mécanique, c'est la science du mouvement, essentiellement. Donc, comment les corps se déplacent et se déforment, ce qui représente essentiellement la mécanique. Et donc, ici, quelques exemples de la manière dont ça peut arriver. Donc, en haut, j'ai mis une image qu'on voit quand on va dans un cocktail. Quand on attrape un verre, les doigts se déforment et attrapent le verre d'une manière formidable, sans qu'on en soit même conscient. Et ce qui est étonnant, c'est que en fait, la peau est supportée par un matériau, un tissu sous-cutané, qu'on appelle la pulpe des doigts, qui est absolument formidable d'un point de vue mécanique. Elle est extrêmement déformable. Le moindre effort extérieur va changer énormément sa forme. Et le résultat, c'est que chaque fois que je mets mon doigt sur une surface, je crée des surfaces de contact très très grandes. Il suffit d'une fraction de Newton, en fait, pour créer des surfaces de contact qui ont jusqu'à plusieurs centimètres carrés quand j'utilise plusieurs doigts. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très utile pour nous, puisque chaque fois que je entre en contact avec le monde, je ne le fais jamais par un petit espace, mais avec une grande surface, relativement à la taille de mes doigts. Et donc, c'est dû à la biomécanique, comme on dit, la biomécanique du doigt, à la fois de la peau et de la manière dont la peau est attachée au squelette par un réseau de fibres. Et évidemment, comme on va l'apprendre dans la conférence qui suit, celle-là, la main est un organe articulé d'une dextérité fantastique qui nous permet en fait de promener nos doigts là où on en a besoin. Les doigts sont incroyablement sensibles. Donc la main primate, celle qu'on a, ça a évolué pour détecter des choses qui sont vraiment très très petites. Si on fait des mesures rigoureuses, on peut se rendre compte en fait que des vibrations de dizaines de nanomètres sont détectables par le contact digital, ou des aspérités plus petites qu'un micron sont aussi détectables de cette manière. Donc c'est vraiment un organe de détection et d'identification extrêmement développé, et comme je le répète, qui s'est développé sans doute grâce pour pouvoir manipuler les objets d'une manière dextre et rapide. Quelques faits sur la mécanique, donc c'est intéressant. La peau, évidemment, est un système biologique, et donc il est pas simple. Il y a plusieurs propriétés intéressantes sur la peau. Je passerai rapidement là-dessus, mais je pourrais simplement expliquer que la peau est un objet élastique, très élastique. Si, par exemple, on lit un point braille, un seul, et qu'on regarde en détail ce qui se passe, la déformation locale créée par un seul point braille ou le coin d'une table provoque des déformations de très grande amplitude,
jusqu'à 100%. C'est-à-dire que si on prend un bout de peau qui fait 1 millimètre, on touche un objet qui est contendant, et hop, il va devenir 2 millimètres. Donc il va doubler de taille, ce qui oblige la peau à être extrêmement élastique pour pouvoir s'adapter à ces contraintes. Donc ça, c'est l'élasticité. Il y a une deuxième propriété qui est fondamentale, qui nous rend particulièrement à détecter les objets, c'est le fait que la peau est aussi amortie, très amortie. Donc il y a plusieurs modes d'amortissement. C'est dû au fait que la peau, en fait, est un réseau de fibres imprégnées de liquide. Et donc, ce résultat fait que la peau est un système, comme on dit, visco-élastique, qui combine la viscosité avec l'élasticité. Et donc, il est permis de penser qu'au cours de l'évolution, cet organe a évolué vers un genre d'optimum pour pouvoir interagir avec le monde d'une manière efficace, à la fois dans le domaine, comme on dit, spatial, c'est-à-dire des objets très petits, et dans le domaine temporel, des objets qui se déplacent très vite. Puisque les constantes de temps dans lesquelles on parle sont de l'ordre de la milliseconde. Donc c'est un organe qui est très, très rapide. Et on peut aussi s'interroger sur les propriétés mécaniques du doigt comme un ensemble. Ce qu'on a trouvé, c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Comme tous ces systèmes mécaniques, il a 3 propriétés essentielles. Il a, comme je l'ai dit, de l'élasticité, de la viscosité, de la dissipation, et aussi de l'inertie. Donc, c'est les 3 premières propriétés d'un doigt. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la biomécanique du doigt est très intéressante dans le sens qu'elle essentiellement élimine son inertie. Donc, la manière dont la peau est connectée au tissu sous-cutané est fait qu'en fait, la peau peut se déplacer librement pour des petits déplacements, et qui fait que quand je explore une surface ou une page de braille ou un tissu, il n'y a que quelques milligrammes de peau qui oscillent. Une très très petite, juste la couche superficielle, et sans déplacer le reste. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir sur les courbes ici. Je ne vous demande pas de les lire, mais la manière de les interpréter, c'est qu'essentiellement, le doigt se comporte comme un système élastique dans les basses fréquences, jusqu'à 100 Hz. Pour les oscillations plus rapides, qui ont lieu tout le temps, quand on glisse nos doigts sur des objets, le doigt se comporte comme un système visqueux, c'est-à-dire qu'il amortit les mouvements. Et essentiellement, la partie inertielle, qui l'empêche de bouger par inertie, est négligeable. Vraiment négligeable comparé aux autres propriétés. Ce qui fait que notre peau est extrêmement bonne à détecter des surfaces rugueuses ou toutes sortes d'autres phénomènes mécaniques qui ont lieu, par exemple, quand on touille son café avec une cuillère. La mécanique du touillage fait qu'il y a des fréquences très hautes qui ont lieu, et c'est ça qu'on sent grâce à cet organe extrêmement bien adapté à la manipulation de toutes sortes d'objets et de toutes sortes de surfaces. Alors, le doigt lui-même est vraiment merveilleusement adapté. En plus, il est extrêmement solide. Si on pense au fait que, comme je l'ai dit, les déformations détectées peuvent être aussi faibles qu'une centaine de nanomètres, mais il est aussi capable de prendre des charges énormes, c'est-à-dire qu'avec la même main qui me permet d'apprécier la qualité d'un cuir ou d'une soie, me permet aussi de porter une valise. Donc, si on regarde, ça donne un espace d'échelle qui est entre 4 et 5 ordres de grandeur de phénomènes mécaniques, entre les plus petits, les plus sensibles, jusqu'aux plus forts, et tout ça avec un seul et même organe. Ce qui est absolument remarquable.
Et cet organe donc interagit avec les surfaces. Et un des aspects les plus intéressants, c'est l'interaction du glissement. Donc le glissement, c'est quand deux surfaces se déplacent l'une par rapport à l'autre et engendrent de la friction. Donc là, on a appris que la friction, c'est un phénomène universel. Il n'y a pas de surfaces qui n'ont pas de friction. C'est ce qui nous permet de nous comporter, d'attraper des objets, de marcher, etc. Mais une conséquence importante de la friction, c'est qu'en fait, comme on l'a appris à l'école, en fait, c'est un phénomène, comme on dit, non linéaire. C'est-à-dire qu'il est régi par des lois de comportement complexes qui sont difficiles à expliquer. Alors, si vous vous rappelez de vos leçons au lycée, on a appris que la friction pouvait être représentée par la loi de Coulomb, qui dit en fait que quand deux surfaces se déplacent, l'effort de glissement est proportionnel à l'appui. Donc ça, c'est la loi de Coulomb. La réalité physique est beaucoup plus compliquée. Et en fait, la biomécanique à nouveau de nos doigts fait que ce phénomène de friction n'est pas du tout coulombique. Il est bien plus intéressant et beaucoup plus riche. Alors voilà un exemple de cette richesse qui fait que la friction nous donne des sensations de matériaux. Ici, j'ai un bout de plastique qui est monté sur un appareil de mesure et il y a un doigt qui se promène dessus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on simplement on mesure justement cette force de friction qui a lieu quand on déplace un doigt sur un bout de plastique. Et dans ce cas-là, il est poli, pas tout à fait, il est un peu dépoli, et en plus, il est ondulé. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, chaque fois qu'on glissait nos doigts avec les mêmes conditions sur ce bout de plastique, aux alentours de 110 ou 120 mm/s, ce qui est une vitesse assez standard, avec un effort comparable, chaque fois qu'on glissait notre doigt sur le même bout de plastique, on obtient un signal différent. Mais c'est incroyable, on le fait 100 fois et chaque fois on a un signal différent. Donc il y a deux conséquences à ça. La première, c'est que le toucher et le cerveau qui interprète ces données mécaniques est forcément extrêmement sophistiqué, puisque ce n'est pas la mesure qui donne le matériau, c'est une propriété plus intrinsèque de ce signal qui trahit le fait que c'est du plastique. Mais qui n'est pas apparent dans le signal, puisque chaque fois qu'on glisse le doigt sur le même bout de plastique, on a un signal différent. Donc on s'est demandé quelle était cette signature interne qui renseignait le cerveau sur le fait que c'est un bout de plastique. Et en fait, ce qui est le cas, c'est qu'on peut retrouver, quand on moyenne toutes ces courbes, le fait que c'est une surface ondulée. On voit bien ici une fréquence fondamentale et puis les harmoniques. Mais on trouve aussi le fait que le signal est chaque fois différent. Et donc, c'est les propriétés stochastiques ou aléatoires du glissement qui, en fait, donnent la sensation d'un matériau. Donc, c'est très intéressant, puisque ce n'est pas une chose évidente. Et on peut le modéliser, on peut effectivement caractériser les matériaux par leurs propriétés stochastiques qui sont créées chaque fois qu'on glisse nos doigts sur un matériau. Ce qui m'amène à suggérer en fait que le travail fait par le système nerveux qui récupère ces flux de données absolument gigantesques de l'extérieur du corps et de l'intérieur du corps vers une sensation perçue de contact ou de matériaux, de poids, etc., de forme, est vraiment quelque chose de complexe et d'intimidant, en fait, qui a été ignoré pendant des siècles. Le nombre de travaux sur le toucher ou la partie, comment dire, de l'étude du système nerveux associé au toucher, dans toutes ces complexités, est très peu connue comparée à la vision et à l'audition. Et pourtant, il est clair que c'est aussi important que le reste, sinon plus.
Si on compte la quantité de tissu nerveux qui est associé au... Alors, le terme scientifique, c'est le système somatosensoriel, donc l'ensemble des données qui viennent du corps, la peau et le reste, et tout absolument comparable aux autres modalités sensorielles. Et en fait, il y a de bonnes raisons de penser qu'il y en a en fait plus, parce que c'est en fait la quantité de complexité est bien plus grande que pour les autres sens, et son importance est évidente. Un autre exemple ici qui a été fait avec des collègues à l'université catholique de Louvain à Bruxelles. On s'était intéressé à un fait médical qui était curieux, qui avait été découvert par un étudiant de mon collègue Jean-Louis Tonnard, qui s'intéressait à la réhabilitation des patients qui avaient eu leurs mains sectionnées dans un accident et qui avaient été réattachés. Et à son étonnement, ce qu'il avait trouvé, c'est que ces patients avaient des mains insensibles, évidemment, juste après l'opération ou peu après, mais qu'ils étaient... donc, ils ne sentaient rien dans leurs mains, c'est-à-dire que si on la serrait, on tapait dessus, ils ne sentaient rien. Mais quand on leur demandait de discriminer des surfaces, ils le faisaient comme vous et moi. Ce qui était totalement étonnant, parce que tous les disques, les livres nous enseignent qu'en fait, quand on touche une surface, c'est la surface de contact qui donne le renseignement sur le matériau. Et ces patients n'avaient donc pas de sensibilité du tout dans les mains, et pourtant ils pouvaient dire si c'était quel matériau, le degré de finesse, etc. Donc on s'est vraiment intéressé à ça, et on a fait des mesures, on s'est aperçu qu'en fait, les signaux mécaniques se transmettent du bout des doigts dans le reste du bras, en fait, en mettant simplement un stéthoscope là où les tendons passent. Et on a trouvé, en fait, que le signal se propageait d'une manière pratiquement non atténuée, à des distances considérables dans le bras. Ce qu'on peut faire, d'ailleurs, on peut le vérifier facilement à la maison avec un stéthoscope. On le met là et on attrape des objets et on entend un bruit énorme, un bruit mécanique qui, en fait, sont les ondes qui se propagent du bout des doigts dans le reste de l'anatomie. Donc, c'était vraiment intéressant et ça donne lieu à toutes sortes de conséquences à la fois scientifiques et pratiques qui sont en cours d'étude. Et puis, pour insister sur le caractère difficile de ce genre d'études, quand on étudie l'audition, par exemple, on est dans bonne position parce que bon, il y a une oreille, il y a le tympan, et si on met un microphone, on peut mesurer très précisément l'onde acoustique qui vient solliciter le tympan. Et en fait, on a un signal qui est représentable d'une manière très simple, c'est une fonction du temps de la pression acoustique, et tout est dit dans cette grandeur. Quand on parle de toucher, on a un problème complètement différent, étant donné que le corps est, comme on l'a dit, une surface ou un volume, et que toutes les parties du volume interviennent au moment de l'interaction et au moment de la transformation de la mécanique en sensation consciente. Et donc, c'est une chose compliquée à analyser. Et voilà un exemple. Ici, j'ai une empreinte d'un doigt qui touche une feuille de verre, à nouveau, parce qu'on peut l'imager comme ça. Et en fait, on va demander à notre volontaire, ici, de glisser son doigt sur la feuille de verre. Et on s'aperçoit qu'en fait, le doigt ne glisse pas d'une manière simple et qu'il obéit à une dynamique complexe qui est due alors à la fois à la propriété viscoélastique du doigt dont j'ai parlé plus tôt, et aussi au fait que la friction n'est pas linéaire. Donc il y a une série de phénomènes qui fait que quand la peau est mise sous tension, en fait, le contact se met à glisser, mais d'une manière partielle, et forme une dynamique complexe qui est caractéristique du doigt, mais qui est caractéristique des matériaux,
et des conditions. Et une de ces conditions les plus importantes, en fait, c'est la présence d'eau entre le doigt et l'objet. Et donc l'eau qu'on exude en permanence pour garder nos doigts humides et donc vivants, a une conséquence incroyable, c'est que l'ensemble du corps est couvert de kératine, qui est un polymère naturel, comme les cheveux et les ongles, mais on en a sur une bonne couche sur tout l'ensemble du corps, et en particulier à l'intérieur, sur la peau glabre, qui nous sert à manipuler. Et cette kératine est en fait hydrophobe, elle n'aime pas l'eau, mais elle est en même temps extrêmement perméable. Donc elle peut absorber beaucoup d'eau. Et quand elle le fait, elle change de phase. C'est-à-dire que comme un cheveu sec et un cheveu mouillé sont vraiment deux choses très différentes mécaniquement. Et la peau, une fois mouillée, est aussi très différente. Elle passe d'une phase, en gros, qui est élastique quand elle est sèche, à une phase plastique quand elle est mouillée. Donc, en gros, elle passe comme une boule de coton à de la pâte à modeler. Et donc, quand le degré d'humidité varie, la kératine devient comme de la pâte à modeler et devient extrêmement adhésive. Et donc, c'est un autre phénomène dont on n'est pas conscient, mais qui nous permet de manipuler et de sentir les objets d'une manière naturelle et très pratique, et dont on voit les conséquences ici. En fait, si on met notre doigt sur une surface imperméable, l'eau s'accumule, elle se met à coller automatiquement après quelques secondes. Si on met trop d'eau, ça se met à glisser pour d'autres raisons, et s'il n'y a pas assez d'eau, ça reste glissant. Et donc, c'est un des problèmes que notre physiologie a à résoudre, c'est de réguler la quantité d'eau à la surface de nos mains. Donc ça a toutes sortes de conséquences, en particulier sur le comportement préhensile. Si on a des mains trop sèches, on va serrer les objets très fort, non pas parce que le coefficient de friction diminue, c'est parce que le fait que le phénomène de glissement devient rapide, et donc il faut anticiper les accidents. Et donc c'est la conséquence d'avoir des mains sèches, par exemple, ce qui vient avec l'âge, c'est qu'on serre les objets trop fort, non pas parce qu'ils glissent, mais pour éviter, pour stabiliser le contact. Donc je vois que j'ai dépensé tout mon temps, et donc je vais en rester sur cette morale de la mécanique du toucher. Quelques faits qui en découlent, donc ils sont résumés de manière plus formelle de ce que dont je viens de parler, mais si vous avez des questions sur ces points, on pourra en parler maintenant, et d'autres évidemment. Je tirerai parti pour vous rappeler que donc cet après-midi, on a amené une valise d'expériences tactiles. Il y en avait une quinzaine de types différents qu'on va installer au Carrefour numérique à 14h30, et donc vous êtes invités à venir les sentir. Très bien, donc on va passer Voilà, vous avez la parole pour une dizaine de minutes maximum pour des questions. Bonjour. Je voulais savoir si, au niveau du sens du toucher, il y a une accoutumance telle que le sens de l'olfaction. En m'habillant ce matin, je me suis rendu compte de la texture de mes vêtements, et puis je l'ai oublié. Est-ce que c'est dû au même phénomène, ou c'est parce qu'au niveau mécanique, il y a une modification? Tout est vrai. Donc le toucher, les différentes formes de toucher, en fait, sont toutes associées à un phénomène d'adaptation.
qui est similaire à l'adaptation au niveau acoustique ou au niveau lumineux. Donc, par exemple, si on met nos mains sur un objet vibrant, on finit par ne plus le sentir. Donc ça, c'est l'adaptation de base. Si on lit du braille, par exemple, il faut se reposer de temps en temps parce qu'on finit par plus bien sentir les surfaces. Il y a aussi le phénomène d'habituation, que si on a une stimulation continue, on finit par ne plus y porter attention. Donc ça, c'est clairement le cas. Par exemple, je peux vous demander de porter votre attention sur vos pieds maintenant, et vous allez sentir vos chaussures, alors que pendant que je parlais, vous n'étiez pas content de vos chaussures. Donc, et il y a aussi des phénomènes mécaniques qui font que le signal mécanique varie au cours du temps, très clairement. Donc rien n'est constant dans le temps. Attendez, une question ici et après. Oui, bonjour. Comme d'habitude, je remercie à la fois Universcience et monsieur. Très intéressant. Question très simple, vous avez parlé de l'ouïe. Mais en réalité, nous, on entend par des vibrations. Est-ce que c'est considéré comme le toucher, c'est-à-dire des vibrations qui touchent le tympan? Merci, monsieur. Donc, je parlais du fait que toute interaction mécanique avec le monde extérieur donne lieu à des vibrations et que notre système a développé une manière de détecter ces vibrations par le toucher, par le contact. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le vibrotactile, okay, donc l'aspect vibratoire du toucher qui a de multiples usages dans la vie courante. Mais il y a aussi des phénomènes Alors, l'audition, évidemment, est sensible à la pression acoustique qui passe par le canal auditif. Mais il y a pas mal de phénomènes mécaniques qui se propagent aussi dans le corps lui-même. Par exemple, la conduction osseuse, c'est bien connu. C'est-à-dire que si on vient faire vibrer l'os de la tête, on finit par l'entendre et on peut le sentir aussi. Donc, c'est la conduction osseuse. Oui. Oui, enfin, on peut tirer sur les mots comme ça, mais nous avons, comment dire, évolué pour détecter des phénomènes mécaniques. Et donc, on a un organe auditif pour ça et on a un organe tactile pour ça. Et on peut... Extrêmement intéressant. J'ai une petite question concernant le nombre de mécanorécepteurs que vous avez nommés comme étant aux alentours d'1 millier sur l'index. Je me demandais la méthode utilisée pour ce calcul, parce que j'ai eu une discussion très animée avec mon ami Oël Corvestre il y a quelques soirs de ça, où l'auteur Claude Gudin mentionnait dans son livre « Histoire naturelle des sens » qu'on avait environ 135 millions de neurorécepteurs au niveau de l'œil et seulement 700 000 au niveau tactile. Et je voulais que vous puissiez nous éclairer un petit peu sur la validité de ces chiffres. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on a quelque chose qui est fiable? En fait, personne ne sait vraiment. Donc, on peut toujours faire ça dépend comment on compte. Okay. Oui, elle avait donc raison. Mais il y a une chose qui est claire. Sur le bout du doigt, qui est la partie la plus innervée du système tactile, vous pouvez faire le calcul vous-même. Hein. Ça, c'est ce que je représente ici, c'est des empreintes. Donc, en gros, en moyenne, l'espace qui est entre deux empreintes, c'est 300 microns. Pour une personne, enfin, la plupart des gens. Et il y a, pour chaque empreinte, il y a une paire de récepteurs. Donc, vous pouvez prendre un crayon et puis faire le calcul. Combien ça fait? Il y a une paire de récepteurs ici et il y en a une deuxième couche qui est à l'interface du derme et de l'épiderme.
à peu près de la même densité. Donc vous faire le calcul vous-même. Vous allez arriver au chiffre que j'ai cité. Donc ça, c'est une manière de faire. Ce qui est, les capteurs qui sont très près de la peau, ceux qui sont dans ces cavités-là, sont ce qu'on appelle des capteurs phasiques, c'est-à-dire qu'ils sont très sensibles au changement. Et l'autre couche est au contraire une population de récepteurs qui sont toniques, c'est-à-dire qu'ils répondent aux stimulations permanentes. Sans compter les organes de Pacini dont je parlais ici. Et donc, la deuxième partie, ces chiffres-là, c'est à mon avis intéressant, mais ça n'a aucune importance, en fait. Parce que la vision, l'audition et le toucher sont des systèmes sensoriels qui sont ce qu'ils sont. Et il y a très peu à apprendre, en fait, à les comparer. Ou à faire des batailles de chiffres. C'est vraiment une bataille sans conclusion. On a ce qu'il faut. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Sinon, on va s'arrêter là. Oui, encore une. Ce sera la dernière. Bonjour, je voulais savoir s'il y avait des études qui ont été faites sur le plan des mains et les émotions. Vous avez des mains qui transpirent énormément. Moi, dans le passé, je me suis occupée d'un jeune quand il était dans une situation d'émotion très tendue. En 1 heure, on aurait pu recueillir de l'eau tellement ses mains transpiraient. On pouvait voir des gouttes tomber. Merci. Donc, je ne peux pas en parler au niveau, disons, cognitif de ce phénomène dont vous parlez, mais ce qui est une réalité physique, c'est que les mains ont des glandes sudoripares en très grande quantité, et vraiment beaucoup. C'est-à-dire que là, j'en ai représenté qu'une sur les dessins, mais il y en a autant, en fait, pratiquement, que de mécanorécepteurs de type phasique, tonique. Donc, ça se compte aussi par milliers. Et alors, la raison pourquoi on a tant de glandes sudoripares, donc une raison, c'est celle que j'avais évoquée plus tôt, c'est vraiment mécaniquement important d'avoir de l'eau à la surface de la peau, en particulier à l'intérieur des mains et des pieds. Et bon, alors, les conséquences sur le reste du comportement, bon, peut-être sont exacerbées par le fait que la peau des mains a énormément de capacité d'exudation. Bon, alors, une question très très courte. En fait, c'est peut-être juste une question de quantité, parce que si j'ai bien compris, le fait de suer en certaines quantités facilite le toucher et l'appréhension. Donc en fait, quand on a une réaction émotionnelle primaire de peur, on a intérêt à avoir les doigts qui suent pour peut-être mieux manipuler les objets. Ça a été mentionné, oui. Et peut-être que par contre, si on sue en trop grande quantité, là, c'est plus efficace et moins adaptatif. Parce que l'idée, c'est ça, c'est qu'on a les mains mouillées, elles collent plus, et donc on peut se carapater plus vite. Ça, c'est dit comme ça, mais c'est la réalité. Bon, maintenant, on ne va pas se carapater. On vous remercie beaucoup, Monsieur Eward.